Bonjour mes chers amis, je m'appelle Jeanne Dubois, j'ai 83 ans, et aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire que j'ai gardée en moi pendant très longtemps. Avant de commencer, j'aimerais vous demander de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne qui vous apporte de si belles histoires de personnes comme moi, qui ont beaucoup vécu et ont quelque chose à enseigner. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'adore savoir que mes paroles atteignent tant d'endroits différents. Je suis née en 1942, dans une petite ville de campagne en Alsace. C'était une époque différente, vous savez. Nous n'avions pas de télévision à la maison, la radio était notre plus grand divertissement, et les jeunes filles de bonne famille comme moi avaient un destin presque certain. Se marier jeune, avoir des enfants, s'occuper de la maison. Ce n'était pas une mauvaise chose, c'était le rêve de beaucoup d'entre nous. Et ce fut aussi mon rêve pendant un temps. Ma mère, Madame Clotilde, était couturière et confectionnait les plus belles robes de la région. Mon père, Monsieur Arnaud, travaillait à la seule agence bancaire de la ville. Nous étions une famille modeste, mais respectée. J'ai étudié jusqu'à obtenir ce qu'on appelait à l'époque le brevet, puis j'ai commencé à aider ma mère avec les coutures. J'ai appris à broder, à faire du crochet, toutes ces compétences qu'une bonne jeune fille devait connaître. Notre ville était si petite que nous connaissions pratiquement tout le monde. C'est pourquoi, quand un nouvel homme apparaissait, il devenait le sujet de conversation dans toutes les maisons. Et ce fut le cas avec Théo. Il est arrivé un dimanche de mars 1961, a garé une voiture bleue étincelante sur la place centrale, et le même jour, il assistait déjà à la messe de 6 heures. Grand, avec des cheveux noirs bien coiffés, un costume impeccable et un sourire qui... Mon Dieu, ce sourire m'a bouleversé dès la première fois que je l'ai vu. Théo s'est présenté comme vendeur de tissus fins, apportant des échantillons de soie et de cachemire qui venaient de Paris, de Lyon, et même de pays lointains comme l'Italie et le Japon. Les dames de la ville étaient enchantées, ma mère y compris. Et comme il avait besoin de quelqu'un qui s'y connaissait en tissu pour l'aider à monter son présentoir, j'ai fini par être recommandée. Durant ces après-midi passés ensemble à organiser des échantillons, il me racontait des histoires de ses voyages, des grandes villes qu'il avait connues, des hôtels élégants où il séjournait. Pour une jeune fille qui n'avait jamais quitté cette petite ville, chaque mot était comme une fenêtre s'ouvrant sur un monde nouveau, brillant, plein de possibilités. Nous n'avons pas tardé à commencer à nous fréquenter. Mes parents, d'abord méfiants envers cet étranger, ont été conquis par ses manières éduquées, par les petits cadeaux qu'il apportait, par sa façon de parler de l'avenir avec tant de certitude. Un homme de vision, disait mon père. Et quand, 3 mois après notre rencontre, Théo a demandé ma main, personne ne s'y est opposé. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple, mais belle. Ma mère a confectionné ma robe pendant des nuits entières, brodant chaque perle à la main. Théo a loué une petite maison près de la place, modeste mais confortable, et c'est là que nous avons commencé notre vie. J'étais certaine que ce serait pour toujours, comme dans les films que nous voyons au seul cinéma de la ville. Les premiers mois, tout était exactement comme je l'avais rêvé. Théo était affectueux, attentionné, il m'apportait des fleurs sans raison particulière. Le soir, assis sur la terrasse, il me parlait des endroits que nous visiterions ensemble un jour. Paris, Rome, New York. Je croyais chaque mot parce que je voulais y croire, parce que je l'aimais de ce premier amour, si pur, si aveugle. C'est vers notre 6e mois de mariage que les voyages de Théo ont commencé à devenir plus fréquents et plus longs. L'affaire se développe, ma chérie, expliquait-il. Je m'étends vers d'autres régions. Et moi, bien sûr, je le soutenais. Quelle épouse ne serait pas fière du succès de son mari? Au début, c'était 3, 4 jours d'absence, puis 1 semaine entière. Avec le temps, les absences ont duré 15 jours, parfois 1 mois. À son retour, il apportait toujours un cadeau, un foulard en soie, un parfum parisien, des chocolats importés, et des histoires, beaucoup d'histoires sur des clients difficiles, des hôtels luxueux, des dîners d'affaires. Il me manquait, bien sûr. Les nuits étaient longues et silencieuses sans sa présence. Mais je me consolais en arrangeant notre maison, en préparant ses plats préférés pour son retour, en brodant des nappes et des draps pour notre foyer.
et en rêvant du jour où nous aurions des enfants courant dans ces pièces. Avec le temps, quelque chose a commencé à changer. Je ne peux pas dire exactement quand j'ai remarqué les premières incohérences. Peut-être quand j'ai mentionné le nom d'un client qu'il avait cité des mois auparavant, et Théo semblait ne pas s'en souvenir. Ou quand j'ai trouvé un reçu d'hôtel à Marseille à la date où il disait être à Bordeaux. De petits détails qui seuls ne signifiaient rien, mais qui ensemble commençaient à former un schéma. Je me souviens clairement de la première fois où le doute s'est réellement installé dans mon cœur. C'était quand Théo est revenu d'un voyage de 3 semaines, et en déballant sa valise, j'ai trouvé un foulard féminin avec un parfum qui n'était pas le mien. Quand j'ai demandé, il a ri et a dit que c'était probablement celui de la femme de chambre de l'hôtel, qui avait dû le laisser tomber en rangeant ses affaires. J'ai cru, ou j'ai fait semblant de croire, parce qu'à cette époque, en 1962, une épouse ne remettait pas en question son mari. Une femme ne soulevait pas de soupçons sans preuve concrète. Et plus que tout, je ne voulais pas voir la vérité qui commençait à se dessiner devant mes yeux. Les voyages ont continué, de plus en plus longs. Il y a eu une période où Théo est resté absent pendant presque 2 mois. Quand j'ai appelé certains des contacts qu'il avait laissés, personne ne savait me renseigner sur son emplacement exact. « Il doit visiter d'autres clients », disait-il. Et j'avalais le nœud dans ma gorge, ainsi que mes doutes croissants. C'est à cette époque que j'ai commencé à remarquer d'autres détails. Comment Théo évitait de parler de sa famille. Comment il ne m'emmenait jamais dans ses voyages, même quand j'insistais que je pourrais l'aider avec les clients. Comment, parfois, il recevait des appels téléphoniques tard dans la nuit et sortait pour y répondre dans le jardin, revenant avec une expression préoccupée. Un après-midi, en nettoyant la doublure d'un vieux veston à lui, j'ai trouvé une carte d'identité. L'homme sur la photo était Théo, sans aucun doute, mais le nom était différent. Thomas Durand. J'ai gardé cela pour moi, sans le mentionner. J'ai commencé à être plus attentive, à chercher plus d'indices. Pendant l'une de ces longues absences, j'ai décidé qu'il était temps de chercher plus en profondeur. J'ai fouillé chaque recoin de notre maison pendant son absence. C'est ainsi que j'ai trouvé, cachée dans la doublure d'une vieille valise, une boîte contenant des documents. Il y avait d'autres identités, avec des noms différents, mais toujours avec sa photo. Des certificats de naissance. Un certificat de décès au nom de Thomas Durand, daté de 3 ans avant notre rencontre. Et, le pire, des photographies. Des photographies de Théo, ou qui qu'il soit, avec d'autres femmes. Dans certaines, il y avait des enfants. Mon monde s'est effondré à ce moment-là. Je me suis assise sur le sol de notre chambre, entourée de ces preuves de trahison, et j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Mais alors, quelque chose en moi a changé. Une force que je ne savais pas posséder a commencé à croître. Je ne serais pas juste une victime de plus. Je devais comprendre exactement avec qui j'étais mariée et ce qui se passait. Soigneusement, j'ai copié les adresses que j'ai trouvées dans les documents. J'ai noté des noms, des dates. Et puis, j'ai tout remis exactement comme c'était. Quand Théo est revenu, 1 semaine plus tard, je l'ai accueilli avec le même sourire que d'habitude. J'ai servi son plat préféré, écouté ses histoires avec un intérêt fin. À l'extérieur, j'étais la même Jeanne dévouée. À l'intérieur, quelque chose était mort, et quelque chose de nouveau, de plus dur, de plus déterminé, était né. Pendant les 3 années où nous étions mariés, je n'avais jamais quitté seule notre petite ville. Mais maintenant, j'avais un but. J'ai attendu que Théo parte pour un autre de ses voyages, et, pour la première fois, j'ai fait mes propres valises. J'ai dit à ma mère que j'allais rendre visite à une cousine éloignée, et j'ai pris le train pour Bordeaux, la première des adresses que j'avais trouvées. Ce que j'ai découvert dans ce voyage a changé ma vie pour toujours. Et cela confirme cette phrase choquante par laquelle j'ai commencé mon histoire. L'homme que j'appelais mon mari, qui dormait à mes côtés, était officiellement mort, 3 ans auparavant, dans un accident qui n'avait jamais eu lieu. J'ai emporté avec moi seulement l'adresse notée et une photographie de Théo. L'adresse m'a conduite à un quartier simple où j'ai trouvé une petite maison avec des fleurs dans le jardin. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que j'allais m'évanouir quand j'ai frappé à la porte. Une femme a ouvert, elle devait avoir une 30aine d'années, avec un enfant accroché au bord de sa jupe. Quand j'ai demandé Thomas Durand, j'ai vu son visage pâlir. « Qui êtes-vous » a-t-elle demandé d'une voix tremblante. Je ne savais pas quoi répondre. Je ne pouvais pas simplement dire
Je suis sa femme. Alors j'ai menti. J'ai dit que j'étais une cousine éloignée, que j'essayais de localiser des parents pour une affaire de famille. Elle m'a invitée à entrer, réticente. La maison était simple mais confortable, avec des photographies sur les murs. Et il était là, mon Théo, souriant dans plusieurs cadres, avec cette femme, avec 2 enfants. Le nom sur les photos, Thomas et famille. J'ai eu besoin de toute ma force pour ne pas montrer le choc. La femme s'est présentée comme Madeleine, veuve de Thomas Durand. Elle m'a raconté, entre des larmes mal contenues, que son mari était mort dans un accident de voiture sur l'autoroute 3 ans plus tôt. « C'était horrible », a-t-elle dit. « La voiture a pris feu. Ils n'ont même pas pu récupérer le corps correctement. » Tandis qu'elle parlait, mes yeux ont parcouru le salon et j'ai remarqué quelque chose sur l'étagère. Une petite urne funéraire, avec une plaque. Thomas Durand, 1935-1961. J'étais assise dans le salon de la veuve de mon propre mari, regardant ses supposées cendres, tandis que lui, vivant et en bonne santé, trompait probablement une autre femme quelque part en France. Madeleine m'a montré des coupures de journal sur l'accident, l'acte de décès, m'a parlé de l'assurance vie qu'elle avait reçue et comment cela l'avait aidée à élever ses enfants. Ce n'était pas beaucoup, mais cela nous a aidés à recommencer, a-t-elle dit. À chaque mot, je comprenais mieux le stratagème et sentais mon cœur couler. Avant de partir, j'ai demandé à utiliser la salle de bain. Dans le couloir, j'ai vu la porte d'une chambre entr'ouverte. Cela semblait être une sorte de bureau. En prenant un risque, je suis entrée rapidement et j'ai fouillé les tiroirs. J'ai trouvé des papiers d'assurance, d'anciennes correspondances et quelque chose qui a glacé mon sang. Une photo de Thomas avec une autre femme qui n'était ni moi ni Madeleine, avec une annotation au verso. Nice, 1962. C'était la même année où il m'avait épousée. Je suis sortie de la maison de Madeleine avec la tête qui tournait. Je me suis logée dans une pension bon marché et j'ai passé toute la nuit éveillée, essayant d'organiser les pièces de ce puzzle macabre. Le lendemain, j'ai utilisé presque toutes mes économies pour engager un détective privé, Monsieur Jérémy, un homme d'âge moyen aux yeux fatigués qui n'a pas semblé surpris par mon histoire. « Madame, malheureusement, c'est plus courant qu'on ne le pense », m'a-t-il dit. Ces escrocs profitent des femmes seules, forgent des documents, vont même jusqu'à simuler leur propre mort pour commettre des fraudes. Pendant une semaine, Monsieur Jérémy a enquêté sur les autres adresses que j'avais apportées. Nous avons découvert 3 autres femmes dans différentes villes, Nice, Nantes et Paris, toutes croyant être mariées à différentes versions du même homme. Théo, le vendeur de tissus, Thierry, le représentant commercial, Tristan, le négociant en vin. Le stratagème était toujours le même. Il se présentait comme un homme d'affaires, gagnait la confiance de la femme et de la famille, se mariait et, avec le temps, commençait à faire des voyages d'affaires de plus en plus longs. Dans certains cas, il ouvrait des comptes joints qu'il vidait peu à peu. Dans d'autres, comme dans le cas de Madeleine, il allait jusqu'à simuler sa propre mort pour toucher des assurances. « Votre cas est différent », a expliqué Monsieur Jérémy. Il n'a pas simulé sa mort pour vous et ne semble pas avoir volé votre argent. Peut-être avez-vous été, un port sûr, un endroit pour se reposer entre une arnaque et une autre. Cette phrase m'a blessée comme un couteau. Je n'avais même pas été assez importante pour être complètement trompée. J'étais juste un intervalle confortable dans la vie criminelle de cet homme. Je suis retournée dans ma ville avec le cœur lourd et un dossier plein de preuves. Des photographies, des témoignages, des copies de documents, tout documentant la double vie, en réalité quintuple, de l'homme que j'appelais mon mari. Je savais maintenant que son vrai nom était Thomas, qu'il avait commencé sa carrière d'escroc à Bordeaux, et que je n'étais qu'une de ses nombreuses victimes. Que faire de ces informations? À l'époque, une femme séparée était vue avec méfiance et pitié. Exposer publiquement la fraude signifierait exposer ma propre naïveté, devenir un sujet de commérage et de pitié dans la petite ville où tout le monde se connaissait. De plus, il y avait les autres femmes, certaines avec de jeunes enfants. Le dénoncer signifierait détruire d'autres familles, même si elles étaient basées sur des mensonges. J'ai décidé d'attendre. J'ai gardé les preuves dans un endroit sûr et j'ai continué ma vie comme si je ne savais rien. Quand Théo, ou plutôt Thomas, est revenu de voyage, je l'ai accueilli normalement.
J'ai servi son plat préféré, écouté ses histoires inventées, dormi à côté de lui en ressentant un mélange de dégoût et de tristesse. Pendant des semaines, j'ai élaboré mon plan. Je ne serais pas impulsive. Je devais assurer mon avenir, penser à chaque détail. C'est alors que j'ai eu une idée. J'ai secrètement communiqué avec M. Jérémy, qui m'a aidé à contacter l'une des autres épouses, Diane, de Nice, qui avait découvert la vérité quelques mois avant moi. Ensemble, nous avons élaboré une stratégie. Un soir de juin 1964, tout était prêt. Thomas était revenu d'un voyage d'affaires, ce même jour, épuisé. Pendant que nous dînions, j'ai commenté de façon désinvolte. « Chérie, n'est-ce pas étrange ? Aujourd'hui, une femme est venue à l'atelier de maman en demandant après toi. Elle a dit qu'elle te connaissait de Bordeaux. » J'ai vu son visage pâlir légèrement, mais il s'est vite repris. « Ce doit être une erreur, ma chérie. Je n'ai jamais vécu à Bordeaux. » C'est ce que je lui ai dit. Mais elle a tellement insisté qu'elle connaissait un Thomas Durand tout comme toi. Il a presque fait tomber sa fourchette. Quelle bêtise! Ça doit être une folle. J'ai souri tranquillement et changé de sujet. Mais j'avais semé la graine de la peur exactement comme prévu. Cette nuit-là, nous sommes allés nous coucher tôt. Il semblait inquiet, se retournant dans le lit plusieurs fois. Vers 11 heures, le téléphone a sonné. J'ai répondu avec le cœur qui battait, sachant exactement ce qui allait venir. De l'autre côté de la ligne, Diane, suivant notre scénario convenu, a dit d'une voix forte et claire. « Madame, nous confirmons simplement que votre mari Thomas Durand est décédé il y a 3 ans dans un accident sur l'autoroute vers Bordeaux. » J'ai senti Thomas s'asseoir brusquement dans le lit à côté de moi. J'ai répondu calmement. « Comment ? Mon mari mort ? Mais il est ici à mes côtés. » L'expression de panique sur son visage quand je me suis retournée pour le regarder est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ses yeux étaient écarquillés, sa bouche ouverte, tout le sang avait quitté son visage. J'ai raccroché le téléphone lentement, sans détourner mes yeux des siens. « Un problème, Théo ? Ou dois-je t'appeler Thomas ? Ou préfères-tu Thierry ? Tristan, peut-être ?» Il a essayé de se lever, mais j'avais prévu cela. « Ne t'inquiète pas, » ai-je dit, étonnamment calme. « Les valises que tu gardes au sous-sol avec tes faux documents et l'argent caché, elles ne sont plus là, et toutes les sorties de la maison sont surveillées par des personnes qui savent exactement qui tu es. » C'était un bluff, bien sûr. Il n'y avait personne qui surveillait la maison. Mais il n'avait aucun moyen de le savoir. J'ai vu le désespoir croître dans ses yeux alors qu'il calculait ses chances. « Jeanne, je peux expliquer, » a-t-il commencé, utilisant ce ton doux qui m'avait si souvent trompé. « Ce n'est pas ce que tu penses. »« Non ?» ai-je demandé, ouvrant le tiroir de la table de nuit et sortant quelques-unes des photographies que j'avais collectées. « Ce n'est pas toi avec Madeleine et tes 2 enfants à Bordeaux ? Ou avec Diane à Nice ? Ou peut-être veux-tu m'expliquer comment tu as réussi à mourir en 1961 et à être encore ici, respirant devant moi ?» Il a regardé les photographies, puis moi, et quelque chose a changé sur son visage. Le masque de charme et de confiance est complètement tombé, révélant ce qu'il y avait en dessous. Un homme acculé, calculateur, dangereux. « Que veux-tu » a-t-il finalement demandé, sa voix différente, plus froide, plus vraie. « Je veux que tu écoutes très attentivement, » ai-je répondu, me surprenant moi-même par ma fermeté. « J'ai des copies de tous tes faux documents, des témoignages de tes autres épouses, des preuves de chaque arnaque que tu as commise ces dernières années. Si quelque chose m'arrive, tout cela ira directement à la police. » Il a dégluti, hochant lentement la tête. « Je ne vais pas te dénoncer, » ai-je continué. « Pas pour toi, mais parce que je ne veux pas que d'autres femmes et enfants innocents subissent l'humiliation publique. Mais j'ai mes conditions. C'est là, cette nuit-là, que j'ai pris le contrôle de ma vie pour la première fois. J'ai exigé qu'il finance mes études. Je voulais faire des études de gestion, ce qui était inhabituel pour les femmes à l'époque. J'ai également exigé une somme pour ouvrir ma propre entreprise, un magasin de tissus, ironiquement, profitant des connaissances que j'avais acquises avec lui. Et après cela, je veux que tu disparaisses de ma vie pour toujours. Sans divorce officiel, je sais que notre mariage n'est pas légal de toute façon puisque tu es toujours officiellement marié à Madeleine. Simplement pars et ne reviens jamais. » Il a accepté tout. Que pouvait-il faire d'autre ?
Cette même nuit, il a écrit un chèque d'une somme considérable, de l'argent qui, j'ai découvert plus tard, provenait de ses arnaques. Le lendemain matin, avant l'aube, il est parti. Il n'a laissé qu'une note. « Tu es plus intelligente et plus forte que toutes les autres. C'est peut-être pour cela que je t'ai vraiment aimée. » Quand mes parents et les voisins ont demandé la disparition soudaine de Théo, j'ai raconté l'histoire que j'avais préparée. Il avait reçu une proposition irrésistible pour travailler à l'étranger et était parti en hâte. Avec le temps, il cesserait de répondre à mes lettres et je deviendrais une autre veuve de mari vivant, comme tant d'autres à cette époque. Mais je ne serais pas une victime. Je ne pleurerais pas pour un homme qui n'avait jamais existé. La douleur de la trahison était réelle. L'amour que j'avais ressenti était aussi réel. Mais maintenant, j'avais quelque chose de plus important, ma propre vie à reconstruire. Et c'est exactement ce que j'ai commencé à faire le lendemain. Je me suis inscrite au cours préparatoire pour l'entrée à l'université, affrontant des regards étonnés d'hommes et de femmes qui ne comprenaient pas pourquoi une femme mariée voulait étudier. J'ai loué un petit espace commercial et commencé à planifier mon magasin de tissus fins, les mêmes que Thomas vendait dans ses voyages imaginaires. Ce coup de téléphone dans la nuit sombre de juin a été la fin d'une vie basée sur des mensonges, mais aussi le début de ma véritable histoire. Une histoire qui, je vous le promets, devient encore plus surprenante à partir de maintenant. Les premiers mois ont été les plus difficiles. Je me réveillais tous les matins avec cette sensation étrange dans la poitrine, un vide inexplicable. Ce n'était pas le manque de Thomas, c'était le manque de la Jeanne innocente que j'avais été, de la femme qui croyait à l'amour romantique, aux fins heureuses, aux promesses éternelles. Cette Jeanne était morte avec les mensonges de Thomas et j'étais encore en deuil pour elle. Je me souviens clairement du jour où j'ai passé l'examen pour entrer à l'université. C'était mars 1965, j'avais 23 ans, et je me suis assise dans une salle remplie de jeunes de 18, 19 ans. Le seul visage mûr, à part le mien, était celui d'un monsieur de presque 50 ans, que j'ai découvert plus tard être un juge à la retraite, réalisant un ancien rêve. Quand l'examinateur a distribué les épreuves, une fille à côté de moi a chuchoté « Madame, vous n'êtes pas dans la mauvaise salle, c'est le concours d'entrée, pas un cours de couture. » J'ai respiré profondément, les regardé dans les yeux, et j'ai répondu doucement « Je suis exactement là où je devrais être. » Et c'était vrai. J'ai terminé cette épreuve avec les mains douloureuses d'avoir tant écrit et la certitude que, pour la première fois, je traçais mon propre chemin. Quand les résultats sont sortis, mon nom était parmi les admis au cursus de gestion. Seules 3 femmes avaient leur réussi cette année-là, sur un total de 40 places. Mon père, qui s'était d'abord opposé à l'idée de me voir étudier des choses d'hommes, était si fier qu'il a encadré le journal avec la liste des admis. Ma mère, toujours plus pratique, a simplement dit « C'est bien que tu aies un diplôme, ma fille, puisque ton mari t'a abandonné. » Car c'était la version officielle qui circulait en ville. Le vendeur de tissus avait abandonné la pauvre Jeanne pour une opportunité à l'étranger. Certaines personnes me regardaient avec pitié, d'autres avec cet air de « je savais que ça ne marcherait pas ». Très peu, comme mon amie Hélène, offraient un soutien sincère. C'est elle, d'ailleurs, qui m'a aidé à trouver un endroit où habiter plus près de l'université. J'ai déménagé dans un minuscule appartement, mais qui était le mien. Pour la première fois de ma vie, je ne répondais ni à père, ni à mère, ni à mari. J'ai décoré ces murs avec les couleurs que je voulais. J'ai arrangé les meubles comme il me plaisait, et j'ai commencé à découvrir qui était Jeanne quand elle n'était pas la fille ou l'épouse de quelqu'un. L'université fut un monde totalement nouveau. Les professeurs, pour la plupart des hommes plus âgés, regardèrent les étudiantes avec un mélange de curiosité et de scepticisme. L'un d'eux, dès le premier cours, a même dit « Mesdames, vous êtes conscientes que ce cursus forme des professionnels pour le marché du travail, pas pour organiser des ventes de charité, n'est-ce pas ?» Cela, qui aurait dû m'intimider, n'a fait qu'augmenter ma détermination. J'étudiais doublement, je passais des nuits penchée sur des livres de comptabilité, de statistiques, d'économie. Je torturais mes amis en leur demandant de me tester avant les examens. Et, progressivement, les regards de scepticisme ont fait place à un respect réticent, puis à une admiration sincère. Parallèlement aux études, j'ai commencé à monter ma boutique.
J'ai utilisé l'argent que Thomas m'avait laissé, une somme considérable, fruit de ses arnaques, que j'ai décidé de transformer en quelque chose d'honnête et à moi. J'ai loué un petit espace, j'ai peint les murs moi-même, et j'ai baptisé l'entreprise Fils d'or, parce que je croyais que, même des expériences les plus sombres, nous pouvons extraire des fils dorés d'apprentissage. Au début, je ne vendais que des tissus de base et des articles de mercerie. Mais j'ai vite réalisé qu'il y avait un créneau inexploité, des tissus fins pour les robes de fête et de mariage. Ironiquement, les connaissances que j'avais acquises en observant Thomas, ou qui qu'il fût, m'ont servi à ce moment-là. Je savais reconnaître la qualité, comprendre l'origine des matériaux, négocier avec les fournisseurs. Je me souviens du jour où j'ai conclu ma première grande affaire. C'était septembre 1965, et la fille du maire allait se marier. La mère de la mariée, Madame Eulalie, est entrée dans ma boutique par hasard, cherchant des dentelles pour la robe. Je lui ai montré un morceau de soie italienne qui venait d'arriver. J'avais investi presque toutes mes économies dedans. Quand Madame Eulalie a touché le tissu, ses yeux ont brillé. « D'où avez-vous rapporté cela, ma petite ? Même à Paris, je n'ai pas trouvé quelque chose comme ça. »« J'ai mes contacts, Madame Eulalie, » ai-je répondu, sentant un goût amer d'ironie. Les contacts étaient en réalité un vendeur légitime que j'avais connu à travers les enquêtes sur Thomas. Madame Eulalie n'a pas seulement acheté tout le morceau de soie, elle m'a aussi engagé pour fournir tous les tissus et articles de mercerie du mariage, y compris pour les robes des 5 demoiselles d'honneur. Ce soir-là, assise seule dans mon appartement, j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais d'un étrange mélange de soulagement et de fierté. Cela se produisait vraiment. Je me réinventais. Le mariage de la fille du maire a été un tournant. Les femmes de la haute société, impressionnées par la qualité des matériaux, ont commencé à fréquenter ma boutique. J'ai vite dû embaucher une assistante, puis une autre. Pendant ce temps, je continuais à étudier, allant souvent directement de la boutique au cours du soir, épuisée mais déterminée. C'est vers 1967 que les choses ont vraiment commencé à changer. J'étais en 3e année d'université, mes notes étaient exemplaires, et la boutique prospérait au point que je pensais déjà à m'agrandir. C'est alors que j'ai rencontré Madame Auguste, une dame élégante de près de 70 ans, veuve d'un industriel. Elle est entrée dans ma boutique, cherchant des tissus pour rénover la décoration de son hôtel particulier. Tandis que nous lui montrions les options, Madame Auguste a commencé à poser des questions, sur moi, sur la façon dont une jeune femme gérait seule une entreprise, sur mes études. J'ai répondu avec honnêteté, omettant seulement les détails sordides sur Thomas. J'ai parlé de ma passion pour le commerce, de comment je croyais que les femmes pouvaient et devaient chercher l'indépendance financière. « Vous savez, ma jeune amie, » a dit Madame Auguste, « mon mari m'a laissé plusieurs propriétés commerciales au centre-ville. J'ai un espace 3 fois plus grand que celui-ci, sur l'avenue principale, vide depuis des mois. Cela vous intéresserait-il » J'ai avalé ma salive. Cet espace sur l'avenue principale était le rêve de tout commerçant, mais serait complètement hors de ma portée financière. Je crains que le loyer d'un tel endroit ne dépasse mes possibilités actuelles, Madame Auguste. Elle a souri avec cet air de celle qui en sait plus qu'elle n'en dit. Peut-être pouvons-nous parvenir à un arrangement différent ? Venez prendre le thé avec moi demain et nous en parlerons. Le lendemain, nerveuse comme une jeune fille, j'ai frappé à la porte de l'hôtel particulier de Madame Auguste. Dans son luxueux jardin d'hiver, entre des tasses de fine porcelaine et des biscuits au beurre, elle m'a fait une proposition qui changerait ma vie. Elle serait ma partenaire dans l'expansion de la boutique. Elle apporterait l'espace et le capital, moi, la connaissance et la gestion. Nous partagerions les bénéfices. « Mais pourquoi ?» ai-je demandé, réellement confuse. « Vous me connaissez à peine. » « Quand mon Auguste est décédé, a-t-elle expliqué, les hommes d'affaires de cette ville ont pensé qu'ils pourraient me passer dessus, qu'une veuve ne comprendrait pas les affaires. J'ai prouvé qu'ils se trompaient, mais ce fut une bataille solitaire. Je veux aider des femmes comme vous, qui ont du cran, de l'intelligence, de la détermination. De plus, a-t-elle ajouté avec un sourire espiègle, j'ai bon œil pour les affaires lucratives. Ainsi est née la nouvelle Fils d'or,
inauguré en janvier 1968 avec une fête qui a animé toute la ville. L'espace était éblouissant, avec de grandes vitrines, des cabines d'essayage élégantes, une section exclusive pour les mariés. En plus des tissus, nous avons commencé à vendre des pièces prêtes importées, des accessoires, des articles de décoration. Nous avons embauché plus d'employés, toutes des femmes, beaucoup en situation de vulnérabilité, comme des mères célibataires et des veuves sans revenus. Cette même année, j'ai obtenu mon diplôme universitaire en tant que première de la promotion. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, j'ai regardé l'assemblée et j'ai vu mes parents, fiers, à côté de Madame Auguste. Il n'y avait pas de Thomas là-bas, et il ne manquait pas. J'avais construit quelque chose de bien plus grand qu'un mariage. J'avais construit ma propre vie, selon mes propres termes. Avec le temps, l'histoire du mari parti à l'étranger a été oubliée, remplacée par l'image de la femme d'affaires accomplie. Je n'étais plus la pauvre abandonnée, mais la femme d'affaires qui a transformé la mode dans la ville. En 1970, nous nous sommes étendus à une seconde boutique, dans une autre ville. En 1972, nous avons lancé notre propre ligne de tissus, produits par des tisserands français, suivant nos modèles exclusifs. À chaque étape, le souvenir de Thomas devenait plus lointain, comme un cauchemar qui perd progressivement sa force avec l'aube. Mais il y avait une chose que je ne pouvais pas oublier, les autres femmes. Madeleine, avec ses jeunes enfants, vivant de la pension du mari, mort. Diane, qui m'avait aidé avec l'appel téléphonique révélateur. Et combien d'autres y en aurait-il que je ne connaissais même pas? Des femmes trompées, trahies, abandonnées par des hommes comme Thomas. Un soir, en 1973, seul dans mon bureau après la fermeture de la boutique, j'ai eu une idée. Nous étions déjà une entreprise prospère, avec des ressources, de l'influence. Pourquoi ne pas utiliser cela pour aider d'autres femmes qui, comme moi dans le passé, devaient recommencer de zéro? Le lendemain matin, j'ai présenté l'idée à Madame Auguste. Créer une fondation liée à notre entreprise qui offrirait une formation professionnelle, des conseils financiers et même de petits prêts aux femmes en situation de vulnérabilité, spécialement celles abandonnées ou trahies par leur conjoint. Madame Auguste a tout écouté avec attention et, à la fin, avait les larmes aux yeux. « Ma chère, a-t-elle dit, c'est exactement ce dont j'ai toujours rêvé, mais je n'ai jamais su comment commencer. Vous n'avez pas seulement surmonté votre passé, vous le transformez en lumière pour d'autres. » En octobre 1973, nous avons inauguré la Fondation Aurore, nom choisi pour symboliser une nouvelle aube dans la vie de ces femmes. Nous avons commencé modestement, avec des cours de couture et de gestion de base. Mais bientôt, nous offrions des cours techniques, des conseils pour les petites entreprises, même une crèche pour que les mères puissent étudier tranquillement. Certaines personnes de la ville ont froncé le nez, bien sûr. Elle encourage les femmes à abandonner leur foyer, disaient certains. Cela va détruire les mariages, se plaignaient d'autres. Mais pour chaque critique, il y avait 10 histoires de succès, des femmes qui, comme moi, découvraient que leur force intérieure et leur capacité de réinvention. Je me souviens particulièrement de Marie, une jeune femme de 24 ans qui est arrivée à la Fondation en 1974, avec un bébé de 3 mois dans les bras et des marques de violence encore visibles sur le visage. Son mari, alcoolique, l'avait battue pour la dernière fois avant qu'elle ne fuit enfin. Sans études, sans profession, sans famille de soutien, elle ne voyait pas d'issue. « Comment vais-je nourrir mon fils seul? Peut-être devrais-je retourner. Il promet qu'il va changer, » disait-elle, avec ce regard que je connaissais bien, le regard de quelqu'un qui s'est habitué à ne pas avoir de choix. « Vous n'êtes pas seul, » ai-je répondu, tenant ses mains. « Et votre histoire ne se termine pas ici. En fait, elle ne fait que commencer. » Aujourd'hui, tant d'années plus tard, Marie est directrice de l'une de nos boutiques et sa fille, ce bébé qu'elle portait dans ses bras, est diplômée en droit. Ce sont des centaines d'histoires comme celle-ci, des centaines de vies transformées dans un effet cascade qui a commencé cette terrible nuit où j'ai reçu un coup de téléphone disant que mon mari était mort, alors qu'il dormait à mes côtés. La douleur de la trahison, l'humiliation, la peur de l'avenir, tout cela était réel. Mais tout aussi réelle fut la force que j'ai découverte, la capacité non seulement de survivre, mais de prospérer et d'aider d'autres à faire de même. Si je pouvais revenir dans le temps, je ne changerais rien.
Chaque larme versée a été une graine pour ce qui viendrait après. Et ce qui est venu après, mes chers amis, incluait une surprise que même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pu imaginer. Une surprise qui est arrivée par la poste, presque 20 ans plus tard, quand j'avais presque oublié le vrai nom de l'homme que j'avais un jour appelé mon mari. Les années 70 et 80 ont été de croissance constante, tant pour les affaires que pour moi personnellement. Notre réseau de boutiques Fils d'Or s'est étendu à 5 unités dans différentes villes, et la Fondation Aurore avait déjà aidé plus de 1000 femmes à recommencer leur vie. En 1982, j'ai perdu ma grande amie et mentor, Madame Auguste, qui est partie à 85 ans, me laissant comme principale gestionnaire de tout ce que nous avions construit ensemble. Ce fut un coup dur, mais elle m'avait bien enseigné. J'ai continué notre travail avec la même détermination. Je venais d'avoir 40 ans quand j'ai commencé à recevoir des invitations pour donner des conférences dans des universités et des congrès sur l'entrepreneuriat féminin. Imaginez, moi, qui étais autrefois cette timide jeune fille de province, j'étais maintenant sur des scènes, racontant mon histoire, ou du moins la version qui pouvait être partagée publiquement. En 1985, j'ai été invitée à participer à une émission de télévision sur les femmes qui réussissent dans les affaires. C'était une nouvelle émission, présentée par une jeune journaliste qui posait des questions directes, sans détour. « Jeanne, nous savons que vous avez commencé votre empire après avoir été abandonnée par votre mari. Comment avez-vous transformé cette douleur en force ?» a-t-elle demandé, en direct, pour tout le pays. J'ai respiré profondément avant de répondre. La douleur nous apprend beaucoup si nous sommes disposés à apprendre. Ma plus grande leçon a été de réaliser que notre bonheur ne peut pas dépendre d'une autre personne. Quand mon mariage s'est terminé, j'ai découvert que j'avais 2 options. Sombrer dans l'amertume ou utiliser cette expérience comme impulsion pour quelque chose de plus grand. J'ai choisi la seconde option. Ce que je n'ai pas raconté, bien sûr, c'était l'appel téléphonique dans la nuit sombre, la farce qu'avait été mon mariage, comment Thomas n'avait en réalité jamais existé. Certaines vérités sont trop lourdes pour être portées par d'autres. Cette interview a changé beaucoup de choses. Des lettres ont commencé à arriver, des dizaines, puis des centaines. Des femmes de toute la France écrivant pour partager leurs histoires, remercier pour l'inspiration, demander des conseils. Je lisais personnellement chaque lettre et à beaucoup je répondais à la main, même quand mes assistants insistaient qu'il était impossible de gérer tant de correspondances. C'est ainsi, parmi des piles de lettres, qu'en septembre 1987, je me souviens précisément de la date, j'ai trouvé une enveloppe différente. Sans expéditeur, papier de qualité supérieure, mon nom écrit dans une calligraphie que, même après tant d'années, j'ai immédiatement reconnue. Mes mains ont tremblé en l'ouvrant. À l'intérieur, plusieurs feuilles remplies avec l'écriture inclinée et précise de Thomas. Je me suis assise et respiré profondément et commencé à lire. « Jeanne, si cette lettre est parvenue entre vos mains, cela signifie que je ne suis plus de ce monde. J'ai laissé des instructions pour qu'elle ne soit envoyée qu'après ma mort. Je n'attends pas votre pardon. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable. Mais je sens que je vous dois, au moins, la vérité complète. Vous avez été la seule, parmi toutes, qui m'a battue à mon propre jeu. La seule assez intelligente et forte pour me démasquer, et pourtant, trouver un chemin meilleur que la vengeance. Je suis né Thomas Durand en 1935, fils d'un petit commerçant de Bordeaux. Mon père était un homme honnête jusqu'à la moelle, qui est mort jeune, nous laissant dans la misère. J'ai vu ma mère dépérir en travaillant comme femme de ménage, humiliée quotidiennement, jusqu'à succomber à la tuberculose quand je n'avais que 15 ans. Je me suis promis que je ne serais jamais pauvre ou humiliée comme eux. J'ai commencé par de petites arnaques, puis j'ai évolué vers des fraudes plus élaborées. Le stratagème du vendeur itinérant est apparu quand j'ai réalisé combien il était facile de gagner la confiance des familles dans les petites villes, où un étranger bien habillé et aux bonnes manières était accueilli comme une nouveauté excitante. Vous demandez pourquoi je vous ai choisi ? Au début, c'était calculé comme tous les autres, mais quelque chose s'est produit que je n'avais pas prévu. J'ai commencé à réellement aimer être avec vous. Votre sincérité, votre bonté authentique, était comme un autre monde pour moi, un monde que, au fond, j'enviais.
Les jours dans votre ville, dans notre petite maison, étaient les seuls moments où je ne jouais pas complètement un rôle. Il y avait une paix là que je n'ai jamais trouvée nulle part ailleurs. C'est pourquoi je n'ai jamais pu vous porter le coup final, comme je l'ai fait avec les autres. Je n'ai jamais vidé nos comptes, jamais simulé ma mort pour vous. Une partie de moi voulait croire que nous pourrions avoir une vraie vie ensemble. Après que vous m'ayez découvert, et j'admets, j'ai été impressionné par votre courage et votre intelligence. J'ai continué mes arnaques pendant un temps. Mais quelque chose avait changé en moi. La culpabilité, que je n'avais jamais ressentie avant, a commencé à me ronger. En 1975, on m'a diagnostiqué un grave problème cardiaque. Les médecins m'ont donné peu d'années à vivre. J'ai alors décidé de faire quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. J'ai commencé à rendre l'argent, anonymement bien sûr, à Madeleine, aux autres, et j'ai suivi votre trajectoire de loin, Jeanne. J'ai vu chacune de vos réussites, chaque expansion de vos affaires, chaque prix. J'étais fier de vous, comme si j'en avais le droit. Je dois paraître pathétique maintenant. Un vieil escroc essayant de nettoyer sa conscience avant de mourir. Peut-être est-ce exactement cela. Mais je veux que vous sachiez que, parmi tous les mensonges que j'ai racontés dans ma vie, il y avait une vérité. Les moments avec vous ont été les plus proches que j'ai été de savoir ce qu'est l'amour véritable. Avec cette lettre, je laisse des instructions pour qu'une somme substantielle soit transférée à votre fondation. De l'argent propre, fruit d'investissements légitimes que j'ai fait ces dernières années. Acceptez-le non pour moi, mais pour les femmes que vous pourrez aider. Si un jour, vous pouvez penser à moi sans haine, ce sera déjà plus que je ne mérite. Adieu, Jeanne. Thomas. J'ai lu la lettre 3-4 fois, avec des larmes silencieuses coulant sur mon visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ou de colère, mais d'une émotion que je ne pouvais pas nommer, une sorte de clôture peut-être. Avec la lettre, il y avait des documents d'une banque suisse, confirmant le transfert d'une somme qui m'a coupé le souffle. C'était assez d'argent pour étendre la fondation à tout le pays. Ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai regardé par la fenêtre la ville que j'appelais maintenant la mienne. J'ai essayé d'imaginer où et comment Thomas était mort. Seul? Repenti? Avait-il vraiment changé? Ou était-ce juste sa dernière et plus élaborée arnaque? Je ne le saurais jamais avec certitude. Ce que je savais, cependant, c'est que cet argent pourrait changer la vie de centaines de femmes. Après avoir consulté des avocats et confirmé que les fonds étaient légaux, j'ai accepté le don. Mais avec une condition, nous n'utiliserions jamais le nom de Thomas. À la place, nous créerions un nouveau programme appelé « Projet Renaissance », parce que, après tout, c'était de cela qu'il s'agissait, donner la chance d'une renaissance à celles qui en avaient besoin. 2 semaines après avoir reçu la lettre, j'ai pris une décision impulsive. J'ai pris un train pour Bordeaux, la ville où tout avait commencé. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, peut-être une sorte de clôture plus concrète. J'ai engagé un détective local, le même type de professionnel qui m'avait aidé des décennies plus tôt. J'ai besoin de trouver des informations sur la mort récente d'un homme nommé Thomas Durand, ai-je expliqué, et aussi l'adresse actuelle d'une femme nommée Madeleine, qui était son épouse dans les années 60. 3 jours plus tard, j'avais mes réponses. Thomas était réellement mort, 2 mois plus tôt, dans un hôpital de Paris, après des années de lutte contre des problèmes cardiaques. Il vivait modestement, sous le nom de Théodore Saint, dans un petit appartement. Il n'avait pas laissé de famille. Le détective a également découvert que Madeleine vivait toujours à Bordeaux, maintenant une dame de 55 ans, professeure à la retraite. Le jour suivant, je me suis arrêté devant sa maison, remettant en question ma propre santé mentale. Que dirais-je? Bonjour, j'ai aussi été mariée à votre mari mort? J'étais sur le point de partir quand la porte s'est ouverte et une femme aux cheveux gris est sortie pour arroser les plantes du jardin. Le même jardin où j'avais été pour la première fois 23 ans auparavant. Elle a remarqué ma présence et a levé les yeux. « Je peux vous aider ?» a-t-elle demandé poliment. « Madeleine ?» Ma voix est sortie presque en un murmure. Elle a froncé les sourcils, essayant de me reconnaître. « Oui, c'est moi. Nous nous connaissons ?» « Il y a de nombreuses années, » ai-je répondu, prenant courage. « Je suis venue vous parler de Thomas. » Son visage a pâli. Elle m'a invité à entrer d'une voix tremblante.
Dans le même salon où j'avais été auparavant, maintenant rénové mais encore reconnaissable, je lui ai raconté toute l'histoire. Comment Thomas avait prétendu être Théo, notre mariage, comment j'avais découvert la vérité, la lettre que je venais de recevoir. Je m'attendais à de la colère, peut-être de l'hostilité, mais ce que j'ai vu était une profonde lassitude. « Alors c'était vrai », a-t-elle dit après que j'ai terminé. J'ai toujours soupçonné qu'il avait simulé sa propre mort. Les enquêteurs de l'assurance aussi, mais ils n'ont jamais pu le prouver. Madeleine m'a alors raconté sa propre version. Comment elle avait rencontré Thomas jeune, comment il avait toujours été charmant mais instable, disparaissant pour de longues périodes. Comment, après son prétendu accident, elle avait reçu une assurance vie modeste qui couvrait à peine les dettes qu'il avait laissées. Comment elle avait élevé les enfants seule, avec difficulté. « Et vous savez le plus étrange ?» a-t-elle dit, nous servant du thé. « Il y a environ 10 ans, j'ai commencé à recevoir des dépôts anonymes, de petites sommes au début, puis plus importantes. J'ai soupçonné que c'était lui, essayant de compenser d'une certaine façon. Nous sommes restées silencieuses un moment, 2 femmes unies par un homme qui les avait trompées toutes les deux et qui, peut-être, à la fin, avait essayé de faire la paix avec son passé de la seule façon qu'il connaissait. « Vos enfants ?» ai-je commencé avec hésitation. « Ils savent ?» L'aîné soupçonne. Le plus jeune était trop petit quand c'est arrivé, il se souvient à peine de son père. J'ai préféré laisser les choses ainsi. Elle a pris une gorgée de thé. « Et vous ? Vous avez une famille ?» J'ai souri. D'une certaine façon, j'ai mes affaires, ma fondation, des centaines de femmes qui sont passées par nos portes. C'est une famille différente, mais c'est la mienne. Nous avons parlé pendant des heures, partageant des histoires non seulement de Thomas, mais de nos vies, de comment chacune, à sa manière, avait surmonté cette trahison. Quand je l'ai quittée, Madeleine m'a étreinte de façon inattendue. « Il ne méritait aucune de nous », a-t-elle murmuré. « Non », ai-je répondu, « mais peut-être méritions-nous la force que nous avons trouvée après lui. » Je suis rentré chez moi avec une étrange sensation de paix. Le cercle était fermé. Thomas, l'homme qui avait brisé mon cœur et transformé ma vie, n'était maintenant qu'un souvenir, plus un fantôme hantant mes pensées. L'argent qu'il avait laissé serait utilisé pour un plus grand bien, aidant des femmes à faire ce que Madeleine et moi avions fait, reconstruire la vie selon nos propres termes. Dans les années suivantes, le projet Renaissance s'est étendu à 5 régions. Les histoires de transformation se sont multipliées. Quand, en 1995, la presse a découvert le généreux don anonyme qui avait financé cette expansion, j'ai inventé une histoire sur un bienfaiteur qui voulait rester anonyme. Après tout, certaines vérités sont comme des graines. Elles ont besoin d'un sol approprié pour germer. Et la vérité sur Thomas, sur moi, sur notre étrange et tortueuse aventure, était peut-être trop complexe pour être partagée à ce moment-là. Mais aujourd'hui, des décennies plus tard, je sens que je peux enfin raconter cette histoire complètement. Non pour susciter la pitié ou l'admiration, mais pour montrer que nos blessures les plus profondes deviennent parfois nos plus grandes sources de force. Cet appel téléphonique dans la nuit sombre, « Votre mari est mort il y a 3 ans », n'était pas la fin de mon histoire. C'était seulement le premier chapitre d'une vie que j'écrirais moi-même, page par page, de mes propres mains. Mais il reste encore un dernier chapitre à raconter. L'héritage que j'ai construit et ce qui s'est passé au cours des dernières décennies, jusqu'à aujourd'hui. Comment j'ai transformé cet appel effrayant en une vie pleine, avec un but, jusqu'à arriver à mes 83 ans avec le cœur léger, malgré les cicatrices. Et cela, mes chers amis, je vais le partager lors de notre dernière rencontre. Et nous voici au chapitre final de mon histoire, mes chers amis. Les années 90 ont apporté des vents de changement pour la France, et pour moi aussi. En 1994, quand l'économie mondiale a connu un rebond, nos boutiques comptaient déjà 12 établissements répartis dans tout le pays. La Fondation Aurore, avec l'élan du projet Renaissance, était devenue une organisation respectée à l'échelle nationale, recevant des prix et une reconnaissance internationale. Mais j'avoue que, malgré tout ce succès extérieur, je portais encore en moi un poids, pas exactement celui de Thomas, mais de ce que cette expérience avait fait de moi. J'ai réalisé qu'au milieu de ma détermination à prouver ma valeur et à aider d'autres femmes, j'avais construit des murs autour de moi.
Je ne m'étais plus jamais permis une véritable relation après ce mariage frauduleux. Je me consacrais entièrement au travail, aux causes sociales, mais ma vie personnelle était un désert émotionnel. C'est ma nièce Claire qui l'a d'abord fait remarquer. Claire, fille de ma sœur cadette, avait commencé à travailler avec moi en 1992, fraîchement diplômée en gestion. Un soir, après une longue journée de travail, nous révisions des rapports dans mon bureau quand elle a soudainement mis les papiers de côté. « Tante J », dit-elle, utilisant le surnom d'enfance que peu utilisaient encore. « As-tu déjà pensé à ralentir le rythme? Prendre de vraies vacances? Peut-être? Je ne sais pas. Permettre à quelqu'un de s'approcher ?» J'ai levé les yeux, surprise. « De quoi parles-tu, Claire? Je suis parfaitement heureuse de ma vie. »« L'es-tu vraiment ?» a-t-elle insisté doucement. « Tu as construit un empire pour aider les femmes à se libérer. Mais parfois je me demande si tu t'es toi-même complètement libérée. » Ces mots m'ont frappé comme la foudre. Claire avait raison. Dans ma quête pour surmonter le passé, j'en étais devenue prisonnière d'une autre façon. Je ne faisais pas confiance, je ne m'ouvrais pas, je ne prenais pas de risques. C'était sûr, mais était-ce vraiment vivre? J'ai décidé qu'à 53 ans, il était peut-être temps d'essayer quelque chose de nouveau. Lâcher les rênes, au moins un peu. Le lendemain, à la surprise de tous dans l'entreprise, j'ai annoncé que je prendrais 1 mois de vacances, chose que je n'avais pas faite depuis des décennies, et que je voyagerais seule en Europe. Je suis partie en mars 1995, avec une seule petite valise, sans itinéraire fixe. J'ai commencé par Lisbonne, ville de mes ancêtres portugais. Puis j'ai continué vers Madrid, Paris, Rome, Vienne. Dans chaque ville, j'ai évité les circuits touristiques traditionnels. Au lieu de cela, je me perdais dans de vieilles ruelles, m'asseyais dans des cafés à observer la vie locale, visitais les marchés de rue. C'est à Florence, dans la 3e semaine de ce voyage transformateur, que j'ai rencontré Antonio. Il était propriétaire d'un petit domaine viticole aux alentours de la ville et participait à la même excursion que moi pour visiter des musées moins connus. Nous avons conversé de façon décontractée pendant la visite, lui dans son anglais chargé d'accent, moi essayant de me rappeler le peu d'italien que j'avais étudié avant le voyage. « Madame est ici seule ?» a-t-il demandé, tandis que nous admirions une fresque particulièrement belle. « Oui, je voyage seule pour la première fois », ai-je répondu. « Et vous ?»« Je suis veuve depuis 5 ans, a-t-il expliqué. Ma Sophia aimerait que je continue à vivre, alors me voici, essayant. » Il y avait une sincérité désarmante chez cet homme aux cheveux gris et au visage marqué par le soleil des vignes toscanes. À la fin de la visite, il m'a invité à dîner. J'ai accepté, à ma propre surprise. Pendant le dîner, je lui ai raconté des fragments de mon histoire. Pas tout, certainement, mais suffisamment pour qu'il comprenne que je portais aussi des cicatrices. « La vita estrana », a-t-il dit, levant son verre de vin. La vie est étrange. Parfois, elle nous blesse profondément, mais ces blessures créent de l'espace pour que quelque chose de nouveau puisse croître. Dans les jours qui ont suivi, Antonio m'a montré sa Florence, pas celle des cartes postales, mais celle des habitants locaux. Il m'a emmené à son domaine viticole, où j'ai rencontré sa famille, 2 fils déjà adultes, des belles filles, 5 petits-enfants bruyants qui couraient entre les vignes. Ils m'ont accueilli avec la chaleureuse hospitalité italienne, comme si nous étions de vieux amis. La veille de mon retour en France, Antonio et moi marchions le long des rives de l'Arno. « Revenez nous rendre visite, Jeanne », a-t-il dit simplement. « Il y a toujours une bouteille de vin qui vous attend à ma table. » Je suis rentrée en France renouvelée, avec une perspective différente. Non, ce n'était pas une romance de cinéma. Antonio et moi étions des personnes trop mûres pour cela. C'était quelque chose d'aussi précieux, une amitié sincère, un rappel que des connexions humaines authentiques étaient encore possibles pour moi. Dans les années suivantes, j'ai voyagé en Toscane régulièrement. Antonio et moi avons maintenu cette amitié spéciale jusqu'à son décès en 2005. Nous n'avons jamais vécu ensemble, ne nous sommes jamais mariés, mais avons partagé de nombreux moments précieux, des conversations profondes, des dîners sous les étoiles toscanes. Il m'a appris sur les vins et les oliviers. Je lui racontais les projets de la fondation. Sa famille est devenue une extension de la mienne. Aujourd'hui encore, je reste en contact avec ses fils et petits-enfants.
C'est pendant cette période que j'ai pris une autre décision importante: préparer la transition de la direction de l'entreprise et de la fondation. Claire, ma nièce, démontrait déjà toutes les qualités nécessaires pour reprendre les affaires. Lentement, j'ai commencé à lui transférer davantage de responsabilités, ainsi qu'à une équipe de jeunes cadres talentueuses que nous avions formées, beaucoup d'entre elles étant d'anciennes bénéficiaires de la fondation. En 1998, à 56 ans, j'ai réduit ma charge de travail à mi-temps, consacrant plus de temps à des projets personnels et à voyager. J'ai commencé à écrire un livre, non pas sur Thomas, mais sur les centaines de femmes que nous avions aidées au fil des ans. Renaissance, publié en 2000, est devenu un best-seller inattendu et a ouvert des portes pour des conférences dans les universités. Le nouveau siècle a apporté des changements accélérés. Internet a transformé nos affaires, nous avons ouvert une boutique en ligne en 2003 quand c'était encore une nouveauté en France. La Fondation a étendu sa portée grâce à des programmes en ligne, atteignant des femmes dans des régions reculées du pays. En 2008, nous avons inauguré notre première filiale internationale à Maputo, au Mozambique, aidant des femmes africaines à développer leurs propres entreprises. C'est aussi pendant cette période que j'ai reçu un appel téléphonique surprenant. C'était Robert, le fils cadet de Madeleine et Thomas. « Madame Jeanne » a-t-il dit avec hésitation au téléphone. « Ma mère est décédée le mois dernier et parmi ses affaires, nous avons trouvé vos lettres. J'aimerais vous rencontrer en personne, si possible. » Après cette première rencontre avec Madeleine en 1987, nous avions maintenu un contact sporadique, des lettres occasionnelles, des appels téléphoniques lors des fêtes de fin d'année. Elle n'avait jamais révélé à ses fils toute la vérité sur leur père, seulement que j'étais une vieille amie de la famille. Maintenant, à 46 ans, Robert cherchait des réponses. Je l'ai invité à me rendre visite à Paris, où je vivais désormais dans un appartement confortable avec vue sur le jardin du Luxembourg. Quand il est arrivé, j'ai été frappée par la ressemblance. Il avait les mêmes yeux intenses que Thomas, le même menton déterminé. Ma mère a toujours dit qu'un jour, elle me raconterait toute la vérité sur mon père, a expliqué Robert, assis dans mon salon. Mais le temps a passé, elle est tombée malade rapidement, et maintenant, je n'ai que des questions. J'ai regardé cet homme, pas une victime comme je l'avais été un jour, mais quelqu'un dont le passé avait tout de même été construit sur des mensonges, et j'ai pris une décision. Je lui ai tout raconté. Comment Thomas avait simulé sa propre mort, notre mariage, les autres femmes, la lettre que j'avais reçue des décennies plus tôt, et aussi le bon côté, comment l'argent laissé par Thomas avait aidé des centaines de femmes à travers la fondation. Robert a tout écouté en silence, essuyant occasionnellement une larme. « J'ai toujours soupçonné qu'il y avait plus dans cette histoire », a-t-il finalement dit. « Certains détails n'ont jamais eu de sens. Merci pour votre honnêteté. »« Votre père n'était pas un homme mauvais, » lui ai-je dit, surprise par mes propres paroles. Il était compliqué, plein de contradictions. Il a blessé beaucoup de personnes, mais à la fin, il a essayé de faire quelque chose de bien. Robert a acquiescé. Je ne peux pas le juger, je ne l'ai pas assez connu pour cela, mais je peux choisir ce que je fais de cette histoire, n'est-ce pas, comme vous l'avez fait. Avant de partir, il m'a remis une petite boîte. J'ai trouvé ceci parmi les affaires de ma mère. Je pense que vous devriez la voir. Dans la boîte se trouvait une vieille broche, une petite fleur dorée avec une perle au centre. Je l'ai immédiatement reconnue. C'était mon cadeau de mariage pour Madeleine, acheté avec mes maigres économies, lors de ma visite chez elle en 1987. Elle la portait dans les occasions spéciales, a expliqué Robert. Elle disait que c'était pour se rappeler que même des histoires les plus douloureuses peuvent naître de véritables amitiés. Cette rencontre avec Robert a été une sorte de clôture finale. Le cercle était complet. Les fantômes du passé, finalement totalement exorcisés. En 2010, à 68 ans, j'ai officiellement pris ma retraite de la gestion des affaires, n'assumant qu'un rôle consultatif au conseil de la Fondation. Claire a pris la relève en tant que PDG du groupe, modernisant encore davantage les opérations, tout en maintenant les valeurs essentielles que nous avions établies. Les années suivantes ont été consacrées à des projets personnels. J'ai commencé à peindre, un passe-temps que j'avais toujours voulu développer. J'ai beaucoup voyagé, accompagnant souvent des projets sociaux dans les pays en développement. En 2015, à 73 ans,
J'ai accepté une invitation à donner des cours d'entrepreneuriat social dans une université. Une expérience revigorante, partager des connaissances avec des jeunes avides de faire la différence dans le monde. Aujourd'hui, à 83 ans, je regarde en arrière et je vois non seulement la douleur de ce mariage frauduleux et de cet appel téléphonique effrayant, mais tout ce qui est venu après. Les boutiques qui sont devenues un réseau national, la fondation qui a impacté plus de 10 000 femmes, les livres publiés, les conférences, les amitiés profondes comme celles que j'ai eues avec Antonio, les enfants empruntés, comme Robert, les petits-neveux italiens qui m'appellent affectueusement Nonna Jeanne quand je leur rends visite en Toscane. Je réalise que cet appel téléphonique que j'ai reçu il y a tant de décennies, « Votre mari est mort il y a 3 ans », a été, paradoxalement, le début de ma vraie vie. C'est à ce moment que j'ai cessé d'être un personnage dans l'histoire de quelqu'un d'autre et que j'ai commencé à écrire ma propre histoire. Vous vous demandez peut-être si je regrette. Si, en regardant en arrière, j'aimerais n'avoir jamais connu Thomas, n'avoir jamais vécu cette farce, n'avoir jamais ressenti cette douleur lancinante de la trahison. La réponse sincère ? Non, je ne regrette pas. Cette expérience m'a forgée, m'a transformée en la femme que je suis devenue. La douleur est une enseignante sévère mais efficace. Elle nous apprend notre propre force, la capacité humaine à recommencer, comment les blessures les plus profondes peuvent se transformer en bénédictions déguisées. Si aujourd'hui je suis qui je suis, si j'ai aidé qui j'ai aidé, si j'ai construit ce que j'ai construit, je dois beaucoup à cette terrible nuit où j'ai reçu un appel téléphonique disant que mon mari était mort, alors qu'il dormait à mes côtés. Aujourd'hui, je vis en paix avec mon passé. Les cicatrices sont toujours là. Bien sûr, les cicatrices ne disparaissent pas, mais elles ne font plus mal. Ce sont simplement les marques d'une bataille gagnée, les témoignages d'un voyage extraordinaire qui a commencé dans les larmes et se termine, maintenant, dans la gratitude. Et s'il y a un message que je voudrais vous laisser, à vous qui m'avez si généreusement accompagné dans ce récit, c'est celui-ci. Peu importe combien la nuit que vous traversez actuellement est sombre, l'aube viendra. Peut-être pas de la façon dont vous l'attendez ou le souhaitez, mais elle viendra. Et quand elle arrivera, vous réaliserez que l'obscurité n'est pas seulement passée. Elle vous a appris à mieux voir. Voici mon histoire. Merci de m'avoir écouté avec tant d'affection. Si elle a touché votre cœur d'une quelconque façon, s'il vous plaît, laissez votre like, partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir aujourd'hui, et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Après tout, chacun de nous porte en soi une histoire de résilience, certaines déjà vécues, d'autres encore à vivre. Et souvenez-vous toujours, nous ne sommes pas définis par les coups que la vie nous porte, mais par la force avec laquelle nous nous relevons après. Une grande étreinte de cette grand-mère qui a appris que, parfois, les plus grands cadeaux viennent déguisés sous forme des plus grandes douleurs. À la prochaine fois, mes chers amis.